Bonjour, nous allons donc aujourd'hui nous occuper de l'ordonnancement et plus particulièrement étudier la logique de l'ordonnancement. Quel sera notre objectif? Eh bien, c'est de comprendre ce qu'est un ordonnancement et puis de savoir comment fonctionnent les algorithmes d'ordonnancement. Pourquoi? Parce qu'un chef de projet, en général, ne va pas à la main faire l'ordonnancement. Il va utiliser un logiciel, que ce logiciel, ce soit MS Project, PSN8 ou d'autres. Et bien sûr, c'est le logiciel qui va, au fur et à mesure que le chef de projet rentre ses informations, effectuer l'ordonnancement pour lui. Mais il est important de savoir comment fonctionne cet algorithme et c'est ce que nous allons à partir de maintenant regarder. Quels sont les prérequis? A priori aucun, si ce n'est d'avoir une petite connaissance de ce qu'est la gestion de projet. Alors pour travailler et comprendre cet ordonnancement, on va procéder de la façon suivante. Nous allons prendre un projet avec 13 tâches. Des tâches qui vont de A à M, et donc qui sont toutes repérées tout simplement par une lettre. À chacune des tâches, on a associé des contraintes de synchronisation. Et c'est parce qu'il y a des contraintes de synchronisation qu'on va être amené à travailler sur cette logique d'ordonnancement. Si on prend par exemple la tâche A, on constate qu'elle n'a pas d'ancêtre, qu'elle n'a pas d'antécédent. Donc elle est sans contrainte de synchronisation. Par contre, si on regarde la tâche B, on se rend compte immédiatement qu'elle, est soumise à une contrainte. Elle ne pourra s'exécuter que quand la tâche A sera terminée. Il en est de même de C, qui ne pourra s'exécuter, commencer, qu'à partir du moment où B, à son tour, sera terminée. Les choses peuvent se compliquer de temps en temps. Pourquoi? Parce qu'une tâche peut ne devoir s'exécuter qu'après que deux tâches se soient achevées. Par exemple, E ne pourra commencer à s'exécuter que quand D et F seront terminés. Il en est de même, par exemple, pour I, pour J et pour K. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, l'algorithme d'ordonnancement va fonctionner avec un tableau dynamique. Alors le tableau que j'ai projeté là, bien sûr, n'est pas un tableau dynamique, c'est un tableau statique, je l'ai mis avec 9 colonnes. Mais imaginez qu'au fur et à mesure qu'on a besoin de colonnes, on rajoute des colonnes autant que nécessaire. Comment allons-nous procéder? Eh bien, on va repérer à chacune des étapes quelles sont les tâches qui sont sans contrainte de synchronisation. Et on constate immédiatement que, à la première étape, eh bien, A est sans contrainte de synchronisation, puisqu'il n'y a pas d'ancêtre, et L est dans la même situation. Ayant placé A et L, eh bien, on va éliminer A de la colonne des tâches, mais bien sûr, on va prendre la précaution aussi de l'éliminer de la colonne des ancêtres. Ce qu'on a fait pour A, on va le faire pour L, à la fois dans la colonne des tâches et à la fois dans la colonne des ancêtres. Étape numéro 2, eh bien on recommence l'algorithme, tout simplement. Quelles sont les tâches qui maintenant sont sans contrainte de synchronisation? On constate qu'il y a B et qu'il y a M. Donc, plaçons B et M d'une façon dynamique dans la deuxième colonne. Ayant placé B, nous allons éliminer B de la liste des tâches, mais également de la liste des ancêtres, et partout où B se trouve être positionné dans cette colonne des ancêtres. On fait la même chose pour M, qui disparaît à la fois de la colonne des tâches, mais également de la colonne des ancêtres. À partir de maintenant, étape numéro 3, nous allons chercher quelles sont les tâches qui sont sans contrainte de synchronisation. On trouve C et on trouve G. Ayant placé C, on élimine C de la colonne des tâches, C de la colonne des ancêtres. On fait la même chose pour G, qui disparaît de la colonne des tâches, qui disparaît de la colonne des ancêtres. Ayant achevé cette troisième étape, on peut passer à la quatrième. On recherche quelles sont les tâches sans contrainte de synchronisation, on en trouve 3, D, F et H. Ayant placé D, on élimine D, colonne des tâches, colonne des ancêtres. On élimine F, colonne des tâches, colonne des ancêtres, sans oublier toutes les occurrences de F. Et on fait la même chose avec H, colonne des tâches, colonne des ancêtres. De nouveau, nous nous retrouvons avec des tâches qui sont sans contrainte de synchronisation. Étape suivante. Nous plaçons E et I. Ayant placé E, élimination des tâches, élimination des colonnes des ancêtres. Ayant placé I, élimination de la colonne des tâches, élimination de la colonne des ancêtres. Il ne nous reste plus qu'à repérer maintenant quelle est la tâche qui est sans contrainte. Nous trouvons J. Nous plaçons J. On élimine J de la colonne des tâches, on élimine J de la colonne des ancêtres. Il ne nous reste plus qu'une seule tâche à placer, à ordonnancer, c'est la colonne K. Travail suivant, il est très simple,
Il suffit de rappeler quelles sont toutes les tâches, quelles sont toutes les contraintes de synchronisation, et de les faire figurer par une série de flèches qui vont montrer quelle tâche est reliée à quelle autre tâche. A vers B, B vers C, C vers D, F vers E, D vers E, de la même façon C vers F, de la même façon B vers G, G vers H, F vers I, H vers I, ensuite E vers J, I vers J, J vers K, il nous reste M avec K et L avec M. Voilà, nous avons achevé l'ordonnancement de ces 13 tâches en prenant en compte totalement leurs contraintes de synchronisation. Cette figure un petit peu bizarre puisque très inclinée, très en diagonale, peut être redressée et à ce moment-là, nous obtiendrons ce que nous découvrirons par la suite dans un deuxième cours, le PERT, avec une représentation beaucoup plus traditionnelle, à l'horizontale, de cet ordonnancement des tâches, les unes par rapport aux autres, en tenant compte de toutes les contraintes de synchronisation. Merci de votre attention.